Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Ce soir, à Découverte, traiter ou ne pas traiter le cancer précoce du sein? Les scientifiques s'interrogent. L'histoire étonnante d'Henrietta Lacks, à l'origine d'une lignée de cellules immortelles qui ont rendu de grands services à la science, 65 ans déjà. Une solution audacieuse au dépérissement des coraux à travers le monde. Et pourquoi consacrer des milliards de dollars à la recherche fondamentale? Le plaidoyer de Julie Payette. Le cancer du sein, lorsqu'il est dépisté tôt, se traite très bien, mais les effets secondaires sont tout de même significatifs. Les chercheurs se demandent si les traitements sont vraiment indiqués lorsqu'il s'agit d'une tumeur dépistée de façon précoce, parce que nombre d'entre elles ne deviennent jamais dangereuses. Ne vaudrait-il pas mieux exercer une surveillance active et n'intervenir que si cela devenait nécessaire? C'est une question importante que se posent maintenant les scientifiques. Le diagnostic est tombé, un cancer précoce du sein, un cancer de stade 0. Il n'a pas causé de dommages, ne s'est pas répandu. Et si, pour éviter de passer sous le bistouri, le médecin proposait de ne rien faire? On surveille l'évolution de la tumeur sans la retirer, sans même amorcer de traitement. C'est le concept de surveillance active. L'option est déroutante, mais la communauté scientifique l'envisage de plus en plus sérieusement. Le concept de surveillance active, ce n'est pas quelque chose qui est considéré le standard. Je dirais même plus, la surveillance active dans le CCIS n'est pas le standard aujourd'hui, en 2016. La surveillance active se fait seulement dans le contexte d'essais cliniques. À l'origine, le cancer est causé par la division incontrôlée d'une seule cellule. Le processus chimique qui programme sa mort est déréglé, défectueux. Entre 20 et 30 des cancers du sein sont détectés à un stade précoce. À ce moment, on peut difficilement dire que ce sont de vraies cellules cancéreuses, mais plutôt des cellules anormales dont la division est incontrôlée. Une situation qui favorise l'émergence de cellules cancéreuses. Dans le jargon médical, on parle principalement du carcinome canalaire in situ, un CCIS. Le sein se compose de graisse, de glandes et de canaux. Le CCIS se développe à l'intérieur des canaux qui transportent le lait au mamelon. Confinés dans la paroi du canal, les grappes de cellules anormales n'ont pas envahi les tissus avoisinants. Un tel diagnostic peut sonner comme une condamnation. Pourtant, à ce stade, le risque de mourir du cancer du sein est sensiblement le même que celui de la population des femmes en général, soit 3 %. C'est en partie pour cette raison que la définition même du carcinome canalaire divise les spécialistes. On nomme cancer quelque chose qui est sur la voie de devenir un cancer, qui n'est pas nécessairement encore quelque chose de malin. On peut dire que les cellules, leur morphologie, elles ont l'air atypiques. Elles n'ont pas l'air normales, sauf qu'elles n'ont pas encore envahi une barrière au niveau microscopique dans le sein qui les rend invasives. Trop petits pour être palpés, 90 % des CCIS sont détectés par la mammographie. Au Québec, la mise en place à la fin des années 90 du programme de dépistage du cancer du sein a entraîné une flambée de diagnostics de CCIS. Sans ce programme, la majorité de ces CCIS seraient passés inaperçus. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, 50 % des cellules anormales d'un CCIS ne se propagent jamais, ne passent pas du stade 0 au stade 1. Le fait que certains CCIS soient inoffensifs est rarement dévoilé aux patientes.
La raison est simple. Impossible pour le médecin de prévoir si les cellules anormales deviendront infiltrantes, c'est-à-dire qu'elles traverseront la paroi du canal pour envahir d'autres organes, qu'elles passeront d'un stade 0 à un stade 1. OK, il n'y a rien. Et tu n'as rien vu sur l'échographie? Ce doute, cette incertitude rend inconfortable ce chirurgien, grand spécialiste du cancer du sein. Peut-être avec des études, avec des connaissances moléculaires, peut-être on va être capable d'identifier les CCIS qui sont moins dangereux, qu'on peut observer. Mais maintenant, on ne sait pas qui on peut observer et qui on doit traiter. Donc, on est pris, on traite tout le monde. Baltimore, Maryland. Le centre Johns Hopkins figure parmi les plus réputés. Are you looking at our patient? Nadji Khoury est radiologiste. Même pour cette sommité en imagerie du sein, identifier la présence de CCIS pose des défis. Sur la mammographie, on perçoit de petits points blancs d'à peine quelques millimètres. Ces calcifications, des dépôts de calcaire, n'ont rien d'anormal en soi. On en retrouve chez la moitié des femmes âgées de plus de 50 ans. C'est plutôt leur morphologie et leur distribution qui éveillent des soupçons. Autour des points blancs, on suspecte la présence de cellules anormales qui pourraient s'avérer précancéreuses. Et dites-moi, les cellules anormales, est-ce que ce sont celles qu'on voit ou on les retrouve les calcifications, c'est quand il y a du CCIS, il y a une nécrose. Et les calcifications nous permettent de voir qu'il y a une région anormale, donc elles sont très suspectes. Et dites-moi, les calcifications, ce sont comme des indices qui nous disent « Attention, oui. Il y a un risque de cellules anormales. » Oui, oui, oui. À l'imagerie, impossible de savoir si ces lésions sont précancéreuses. Le docteur Khoury demande alors une biopsie à l'aiguille. Au microscope, sa collègue pathologiste observe le tissu prélevé. Le cancer du sein, une fois devenu infiltrant, est simple à diagnostiquer. Cependant, définir et cerner un groupe de cellules anormales pose de grands défis pour les pathologistes. Pour cette raison, la divergence dans l'interprétation des résultats d'une biopsie s'élève à 20 %. Elle l'est davantage quand le cancer du sein n'est pas la spécialité du pathologiste. Dans les hôpitaux généraux, le pathologue doit travailler, faire toutes sortes de pathologies. Ils ont un peu plus de difficulté de distinguer les lésions atypiques des cancers CCIS bien différenciés. Et c'est un grand challenge pour eux. Parfois, quelque chose est appelé cancer invasif alors qu'il ne l'est pas, et vice-versa. Ça a des implications assez sérieuses pour le patient, qui résultent en trop de traitements si on traite un cancer qui n'est pas un cancer. La procédure d'intervention est standard. Le chirurgien retire la tumeur. Selon l'étendue du CCIS, il procédera à une mastectomie partielle ou totale. Souvent, après la chirurgie, des cellules anormales trompent la vigilance du médecin. La patiente devra donc subir une deuxième intervention pour retirer les dernières cellules. Malgré cette intervention, le risque de récidive demeure élevé, autour de 25 %. C'est pourquoi on amorce la plupart du temps un traitement d'hormonothérapie sous forme de comprimés. À cela s'ajoute un traitement de radiothérapie. Une patiente sur 4 qui est opérée va récidiver. La radiothérapie va pouvoir baisser ce taux de récidive-là à environ 10 %. Donc il y a quand même un gain. Voilà de lourdes interventions. Un long parcours pour combattre des cellules qui pourraient bien ne jamais se propager, ne jamais menacer la vie d'une patiente. Si on ne traite pas, on laisse cette CCIS
On ne sait pas combien d'années, ça dépend de l'agressivité, mais 50% de ces CCIS vont devenir infiltrants. Ça peut être aussi vite qu'1 an, mais c'est aussi lent que 3-4 ans. Et si la patiente repoussait l'opération pour finalement se retrouver avec un cancer qui se répand? Un cancer qui passe du stade 0 au stade 1. Eh bien, sur 5 ans, si on compare leur taux de survie, il demeure inchangé. Mais le prix à payer pour la patiente est important. Premièrement, les stades 1 ont souvent besoin de plus de traitements pour atteindre un taux de survie qui est presque équivalent à un stade 0. Il faut savoir qu'à 10 ans et 20 ans, les cancers du stade 0 ont une meilleure survie que les cancers du stade 1. Et donc, il faut toujours regarder une image beaucoup plus grande. Seule la mise sur pied d'essais cliniques fournira les outils nécessaires pour départager les CCIS dangereux des CCIS inoffensifs. On est trop occupé quelquefois à ôter ces petits cancers et on voudrait savoir qui on peut observer au lieu d'amener tout ce monde dans la salle opératoire et opérer pour rien. Tandis qu'une autre femme qui a besoin d'une opération demain, elle ne peut pas aller aux salles opératoires parce qu'on est pris avec ces petits cancers. Si on peut identifier quel cancer on peut observer, quel on doit opérer, ça va faire une différence, pour les femmes surtout. Après la pause, surveillance active, l'essai clinique qu'on attendait. Durham, Caroline du Nord. L'Institut Duke est une référence mondiale en matière de cancer. Shelley Wang y dirige le département de la chirurgie du sein. En 2016, cette chirurgienne figurait parmi les 100 personnalités les plus influentes du magazine Time. À Duke, on sait qu'après la découverte d'un cancer précoce du sein, un CCIS, la moitié d'entre eux ne posera aucun risque. Jamais les CCIS ne mettront la vie des patientes en jeu. Alors, on tente de répondre à une question qui divise présentement le milieu médical. Après la découverte d'un CCIS, pourrait-on patienter plutôt que de retirer la tumeur? Lorsqu'on y pense, nous traitons le CCIS de la même manière qu'un cancer, même si le CCIS peut ne jamais se développer. Donc, il est possible qu'en attendant un peu, qu'on voit si les cellules anormales se développent. Nous pourrions peut-être ainsi éviter des traitements inutiles. C'est l'hypothèse sur laquelle se base notre étude. On cherche donc des marqueurs, des indices qui permettront de départager les patientes qui doivent être opérées de celles chez qui la surveillance active est envisageable. On réunit environ 3000 différentes données. On regarde la forme des calcifications, leur distribution et leur densité. En mode surveillance active, le médecin traitant effectue un suivi serré. Chaque changement au niveau de la santé de la patiente est rapidement détecté. La surveillance active ne signifie pas que nous sommes là à attendre que quelque chose de grave se produise. Les patientes seront suivies sur une base très régulière, subiront aussi des examens d'imagerie médicale. On s'assure ainsi que si la patiente développe un cancer à un stade précoce, elle recevra exactement les mêmes traitements que si elle avait été traitée à l'origine pour un CCIS. À partir du mois de décembre, 1200 Américaines atteintes d'un CCIS seront suivies pendant 5 ans. Nous avons 2 groupes de patientes. Les femmes n'ont pas à choisir dans quel groupe elles doivent aller. Cette démarche scientifique est efficace parce qu'elle n'influence pas un traitement plutôt qu'un autre.
Le terme CCIS regroupe en fait plusieurs conditions médicales. Certaines sont très agressives. On parle ici de CCIS à haut grade avec la présence de nécrose. Les femmes avec de tels CCIS ne sont probablement pas celles à qui l'on proposera la surveillance active. L'essai du Dr Wang n'est donc pas ouvert à toutes les femmes. Celles dans la quarantaine en sont exclues car leurs facteurs de risque sont trop importants. Leur CCIS pourrait rapidement progresser et mettre leur vie en jeu. Pour son étude, les participantes doivent être âgées de plus de 50 ans et n'avoir aucun antécédent familial en matière de cancer. Les femmes qu'on recrute sont celles dont le CCIS est peu agressif, ceux de bas grade ou de grade intermédiaire. Leur CCIS devra également être sensible à l'hormonothérapie parce que cela fait partie du traitement. Cet essai clinique suscite un vif intérêt au sein de la communauté scientifique. Au Québec, les oncologues sont impatients d'en connaître les résultats. On est prêt à traiter, la prescription est signée. Excellent. L'étude de la surveillance active dans le CCIS est intéressante, mais controversée. Vu qu'on ne peut pas encore très bien définir les patientes qui sont à bas risque de récidive, il y a quand même un risque. Mais en même temps, ce sont des études comme ça qui font avancer la science et qui font changer la pratique de l'oncologie. À ce jour, on classifie les CCIS selon plusieurs critères: taille, apparence, morphologie, uniformité. Des critères nécessaires, mais insuffisants pour prédire l'évolution d'un CCIS. Nous voulons prélever chez toutes les femmes de l'étude un échantillon de leur tumeur. On veut ainsi savoir si le tissu contient des indices qui nous permettraient de prédire chez quelle femme le CCIS se transformera en cancer invasif et celles chez qui le CCIS ne posera aucun problème au cours de leur vie. Vivre avec l'idée que des cellules anormales puissent mener à un cancer invasif sera insoutenable pour certaines patientes. Mais, en contrepartie, des études démontrent que même après les traitements, la peur d'une récidive chez la patiente demeure présente, que les traitements produisent eux aussi leur lot d'anxiété. Surveillance active versus traitement conventionnel. L'essai clinique évaluera les répercussions psychosociales liées à chaque alternative. Surveiller plutôt que d'opérer. La décision est difficile. Confronté à un tel choix, Dr Wang est convaincu que la décision reposera essentiellement sur la perception du risque. Certaines patientes voudront qu'on intervienne même si elles ont juste 1% des chances de développer un cancer, et c'est leur décision. D'autres patientes voudront qu'on intervienne seulement si elles courent 50% de risque de développer un cancer, et c'est aussi leur choix. Cette décision ne doit pas revenir au chirurgien. Je crois que sa responsabilité consiste plutôt à leur présenter toutes les options disponibles. Les objectifs premiers de l'étude du Dr Wang sont clairs: améliorer la qualité de vie, éviter la douleur physique et réduire les traitements inutiles. À la fin de la journée, en tant que médecin, il faut vraiment se poser une question importante. Ce traitement va-t-il prolonger la longévité de la patiente? Dans une certaine mesure, je crois que nous déployons beaucoup d'efforts pour éviter le cancer. Ce n'est pas pour mal faire, mais ces efforts n'améliorent pas toujours la longévité du patient ni sa qualité de vie. Tout comme à l'Institut Duke, 2 autres études sont actuellement menées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour cerner la surveillance active et ses conséquences à long terme, tous espèrent poursuivre leurs recherches durant une vingtaine d'années.
agir ou patienter? En ce moment, le dilemme ne se pose pas. La détection d'un cancer précoce du sein se traduit inévitablement par une série de traitements. Un marathon long et douloureux. Mais certains espèrent qu'il en sera autrement d'ici quelques années. Il y a 65 ans, en 1951, une femme noire américaine est admise à l'hôpital Johns Hopkins, alors un des seuls hôpitaux de Baltimore à recevoir des patients noirs. Elle est traitée pour un cancer agressif de l'utérus. Elle s'appelle Henrietta Lacks, femme d'ouvrier, mère de 5 enfants. Lors d'un examen médical, les médecins prélèvent du col de son utérus un échantillon de tumeur pour fin de recherche. À son insu, les biopsies sont envoyées à quelques rues de là, à George Otto Gay. Ce biologiste tentait depuis des décennies de cultiver des cellules humaines en dehors du corps humain, en éprouvette, sans succès. Contre toute attente, il y parvient enfin avec les cellules cancéreuses d'Henrietta Lacks. Les voici 6 semaines après la biopsie. Elles se multiplient encore et encore, toutes les 23 heures. George Otto Gay présente son exploit à la télévision locale. Il surnomme ces cellules HeLa, un diminutif d'Henrietta Lacks. Pour la première fois, les scientifiques ont à leur disposition une quantité infinie de cellules humaines presque identiques. Henrietta Lacks meurt quelques mois plus tard, sans savoir qu'un peu d'elle-même deviendrait immortelle, sans savoir qu'elle contribuerait à révolutionner la recherche biomédicale. Pendant ce temps, aux États-Unis, la plus importante épidémie de poliomyélite de l'histoire fait rage. Les cellules HeLa s'avèrent être des hôtes parfaits pour le virus. Les scientifiques s'en servent pour tester le premier vaccin contre la maladie. On construit alors, en Alabama, la première usine de production de cellules humaines, une usine qui produira jusqu'à 6 milliards de cellules par semaine. Et ce n'était qu'un début. Les cellules HeLa ont contribué au développement de médicaments contre l'hypertension, l'influenza, le Parkinson et bien d'autres. Elles ont été exposées aux radiations, aux contaminants. En 1960, elles ont même été envoyées dans l'espace avant le premier astronaute. Encore aujourd'hui, les cellules HeLa sont les plus étudiées au monde. Cette histoire soulève encore plusieurs interrogations éthiques et légales. Les cellules HeLa ont été prélevées à des fins de recherche et distribuées sans le consentement d'Henrietta Lacks ou celui de ses proches. À ce jour, on aurait produit plus de 50 millions de tonnes de cellules HeLa. Et ce nombre ne cesse de croître. Après la pause, sauver les récifs de coraux. Les récifs coralliens sont gravement menacés par le réchauffement climatique. En Australie et à Hawaï, 2 chercheuses ont décidé d'unir leurs efforts pour sauver ces précieux écosystèmes marins. Leur solution est audacieuse, voire même risquée. Elle consiste à créer en laboratoire des coraux hybrides et des coraux génétiquement modifiés, capables de survivre dans les eaux inhospitalières du futur. C'est un joyau de la biodiversité mondiale. Une ville sous-marine où 400 espèces de coraux aux couleurs chatoyantes cohabitent avec d'innombrables poissons et mollusques. La Grande Barrière de Corail, qui s'étend sur 2300 km au large de l'Australie, est la plus vaste structure vivante sur Terre. Elle est si majestueuse qu'on la distingue même depuis l'espace. Mais sous ces eaux turquoises
rien ne va plus. Exclusive footage of the Great Barrier Reef shows what could be the most severe and extensive coral bleaching on record. An aerial survey has shown that 95% of the northern Great Barrier Reef is severely bleached. Déjà, en 1998, la moitié de la Grande Barrière de corail avait blanchi. À cause du réchauffement climatique combiné au courant El Niño, les coraux avaient perdu leur couleur et les poissons avaient délaissé les lieux. En 2016, les ravages sont encore plus effroyables. Plus de 90 de la Grande Barrière est en danger. Vu du ciel, on constate le désastre. La ville sous-marine a pris des airs de village fantôme. La biologiste Madeleine Van Open travaille à l'Institut australien des sciences de la mer. Elle est aux premières loges pour constater les dégâts. La disparition drastique des récifs coralliens illustre bien que les coraux n'arrivent pas à s'adapter aux changements climatiques et aux autres bouleversements de l'environnement. Tout se déroule trop vite et les coraux n'arrivent pas à suivre la cadence. On est en train de les perdre. À 7000 km des côtes australiennes, même dévastation. Dans l'archipel d'Hawaï, on assiste au pire épisode de blanchiment des coraux jamais enregistré. C'est ce que constate Ruth Gates, directrice de l'Institut de biologie marine d'Hawaï. Nous sommes en train de détruire les coraux à une vitesse telle que ceux-ci n'arrivent plus à maintenir leur population. Les scientifiques sont unanimes à ce sujet. Devant l'urgence, Ruth Gates et Madeleine Van Open ont décidé d'unir leurs efforts. Ces deux scientifiques reconnus mondialement pour leur expertise sur la biologie des coraux ont démarré un projet de recherche complètement inédit. Dans leurs laboratoires respectifs, elles simulent les conditions océaniques du futur et tentent de créer des coraux génétiquement supérieurs capables de résister aux changements climatiques. Quand on observe les récifs coralliens, on constate que deux individus d'une même espèce peuvent se trouver côte à côte, être exposés aux mêmes conditions climatiques et avoir des allures très différentes. Un individu peut être très pâle, même blanc, et un autre juste à côté peut se trouver en parfaite santé. On s'est demandé si on ne pourrait pas amener les meilleurs coraux en laboratoire et renforcer artificiellement leur génétique. Pourrait-on les préparer à survivre au stress climatique? On veut les aider à faire ce qu'ils font déjà dans la nature, mais à un rythme plus rapide. Ruth Gates est partie à la recherche des coraux les plus résistants. On concentre nos efforts sur les membres de chaque espèce qui sont les plus forts. On repère ces individus et on y appose des étiquettes. On les photographie, puis on prend de tout petits échantillons. On les place dans des seaux d'eau pour les transporter vers le laboratoire. Ils sont transférés dans des réservoirs remplis d'eau de mer. Dans ces bassins, les chercheurs augmentent la température et l'acidité des eaux pour simuler les conditions climatiques du futur. On procède ensuite à une batterie de tests pour évaluer de quelle façon les coraux réagissent aux conditions hostiles. Par exemple, on mesure leur grosseur et à quelle vitesse ils respirent. Sous le microscope, on regarde si l'exposition au stress les perturbe. À première vue, les coraux ressemblent à des roches. Ce sont pourtant des animaux bien vivants. Ils sont formés d'organismes qu'on appelle les polypes. Chaque polype possède une bouche et un estomac. Ensemble,
Ces animaux minuscules produisent des squelettes de calcaire. Ils bâtissent ainsi d'immenses colonies. Pour survivre, les polypes ont besoin d'un partenaire, une algue microscopique. On en compte des milliers dans les tissus de l'animal. Ces algues captent la lumière et la transforment en sucre qui servent à nourrir les polypes. Ce fragile équilibre est compromis par les changements climatiques. Quand les coraux se retrouvent dans des eaux plus chaudes, la symbiose entre les polypes et les algues microscopiques est mise en péril. L'animal expulse ses précieux alliés qui lui donnent sa couleur et ses nutriments. Les tissus de l'animal pâlissent, puis finissent par devenir complètement blancs. Un corail qui a blanchi survit pendant une très courte période de temps, mais éventuellement, il meurt. À l'intérieur des coraux en bonne santé, les algues, que l'on voit ici en rouge, se retrouvent partout dans les tissus des polypes. Dans les coraux qui ont blanchi, les algues ont presque entièrement disparu. Une fois la température des eaux revenue à la normale, les coraux les plus résilients renouent avec les algues microscopiques et retrouvent leur couleur. Certains coraux sont équipés de meilleurs gènes que d'autres. On le constate chez toutes sortes d'organismes. Prenez les humains. Certaines personnes ne sont jamais malades alors que d'autres sont plus vulnérables. Les biologistes croient qu'en exposant les coraux à des stress climatiques en laboratoire, on pourrait accroître leur résilience. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. On sait maintenant que l'expérience des individus peut influencer leur génétique. En quelque sorte, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce qu'on veut surtout savoir, c'est si la résilience acquise à travers diverses expériences est transmise à la génération suivante. Les descendants des coraux qui ont survécu à des épisodes de blanchiment sont-ils aussi résilients ou plus résilients que leurs parents? C'est ce qu'on tente de déterminer en exposant des coraux naissants à des conditions océaniques hostiles. De cette façon, on peut déterminer si la mémoire des expositions passées est transmise à la génération suivante. Du côté de la Grande Barrière de Corail, Madeleine Van Oppen utilise la même approche. Son équipe est allée jusqu'à croiser des coraux de différentes espèces. Elle a créé des hybrides au profil génétique inédit, potentiellement plus résilients. Il n'y a pas de garantie qu'un corail hybride sera plus résistant, mais on a de bonnes raisons de le croire. On a plusieurs exemples d'hybrides qui se sont formés dans la nature et qui se sont avérés mieux adaptés à leur environnement que les espèces dont étaient issus leurs parents. Pour faire des croisements, l'équipe de Madeleine Van Oppen a dû apprendre à maîtriser la très délicate biologie de la reproduction des coraux. Une fois par année, durant une nuit d'été suivant la pleine lune, la majorité des coraux de la Grande Barrière se mettent à pondre des ovules et des spermatozoïdes par millions. On dirait de la neige qui monte vers le ciel. Les ovules et les spermatozoïdes sont emportés au gré des courants et se mélangent. L'équipe australienne doit cueillir les coraux au bon moment, quelques jours avant la ponte. Avec une précaution infinie, les biologistes les transfèrent de la mer vers un simulateur d'océan à proximité de la Grande Barrière de Corail. Le simulateur d'océan, ou SeaSim, est composé de multiples aquariums dans lesquels on contrôle la température, l'acidité et la salinité des eaux. On simule même l'éclairage du soleil et de la lune. Les coraux relâchent des grappes qui contiennent à la fois des ovules et des spermatozoïdes. On prélève ces grappes et, à l'aide de différentes techniques de rinçage, on sépare les ovules des spermatozoïdes. On décide ensuite des croisements qu'on veut faire. Un peu comme dans une clinique de fertilité, l'équipe procède à des fécondations in vitro pour créer des embryons. Jusqu'à maintenant, l'équipe a créé 2 familles d'hybrides.
Les résultats semblent prometteurs. Une fois qu'on a créé un hybride, on l'expose aux eaux plus chaudes et plus acides. Ensuite, on laisse la sélection naturelle faire son travail. Ce sont les hybrides les mieux adaptés qui vont survivre. La biologiste demeure prudente. Elle ne prévoit pas transplanter des coraux hybrides dans la nature de sitôt. Il faudra d'abord s'assurer qu'un super corail ne risque pas de décimer les populations naturelles. Probablement que les premiers essais se feraient dans un endroit relativement isolé, pour éviter que les larves des hybrides aillent se mêler aux populations naturelles. Avant de faire des essais sur les récifs, il faudra évaluer les risques environnementaux. C'est certain qu'intervenir comporte des risques. Mais il y a aussi d'énormes risques à garder les bras croisés. Que va-t-il se passer si la population de coraux continue de décliner? Transplanter des coraux hybrides dans la nature n'est pas une idée que les scientifiques prennent à la légère. Il s'agit d'une solution de dernier recours, mais il faudra l'envisager si l'humanité échoue dans sa lutte au changement climatique. Nous sommes tous responsables de la destruction des coraux. Si nous freinons les changements climatiques, la nature pourra suivre son cours et se passer de l'intervention humaine. Après la pause, l'importance de la recherche fondamentale, le plaidoyer de Judy Payette. Le gouvernement fédéral se penche cet automne sur le financement de la recherche fondamentale au pays. L'objectif, s'assurer que les scientifiques canadiens ont tous les outils dont ils ont besoin. La réflexion à ce sujet de l'astronaute Judy Payette. Ces derniers temps, dans l'actualité, on a beaucoup entendu parler du boson de Higgs, des ondes gravitationnelles, des neutrinos. Depuis quelques années, on a droit à des avancées spectaculaires en recherche fondamentale. Pour y arriver, il a fallu des décennies de travail et des milliers de scientifiques de partout dans le monde. Mais ces découvertes peuvent nous apparaître bien loin de notre quotidien. Au point de se demander à quoi ça sert tout ça? Soyons honnêtes, on serait bien incapable de deviner quelles seront les retombées précises de la recherche fondamentale. Mais il est certain qu'il y en aura. Comprendre le monde qui nous entoure, c'est le moteur du progrès. Prenons le cas des neutrinos. Ces particules élémentaires qu'on étudie grâce à d'immenses détecteurs, comme celui qui se trouve dans le fond d'une mine à Sudbury. On y a découvert que les neutrinos ont une masse, ce qui n'était pas prévu par le modèle standard, celui qu'on utilise pour classer les particules en physique. Et puis après, vous me direz, parce que mieux on comprend la matière, mieux on peut s'en servir. Tôt ou tard, cette connaissance va être utile. Une autre grande question de la recherche moderne, c'est la composition de l'univers. À peine 5 % est fait de matière dite ordinaire. Vous, moi, la Terre, les étoiles. Le reste, c'est ce qu'on appelle la matière noire et l'énergie sombre. On sait que ça existe parce qu'on en voit les effets sur les mouvements des galaxies, mais on ignore de quoi il s'agit exactement. Vous avouerez que 95 % d'inconnus, ça fait bien des découvertes en perspective. Tout ça peut sembler bien théorique, mais quand on regarde la recherche qui s'est faite dans le passé, on a des preuves bien concrètes de sa valeur. Les panneaux solaires, les appareils photo, les ordinateurs, toutes ces technologies sont basées sur des matériaux qu'on appelle les semi-conducteurs. Or, l'histoire des semi-conducteurs a commencé il y a presque 2 siècles, lorsque des chercheurs se sont intéressés au courant électrique dans un métal chauffé à différentes températures. Au début, on étudiait juste un phénomène intéressant. On n'imaginait certainement pas que ces travaux allaient aboutir à une révolution, le transistor. Le transistor, c'est la pierre angulaire de tous les appareils électroniques.
Autre exemple, le laser. Les bases théoriques remontent à plus de 100 ans. Des physiciens comme Planck, puis Einstein s'intéressaient à la nature de la lumière et à son interaction avec la matière, en particulier avec les électrons. Ces travaux étaient avant tout mathématiques. Mais toutes ces équations ont contribué, un demi-siècle plus tard, à inventer le laser. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'applications, dans l'industrie, en médecine, en télécommunications. En recherche, de la théorie initiale à l'application concrète dans la vie de tous les jours, il peut s'écouler plusieurs siècles. Ça pourrait donner l'impression que les deux ne sont pas reliés, mais ce n'est pas le cas. Si un pays décide de ne plus investir dans la recherche fondamentale, il devient tributaire des autres. Pour évoluer, pour progresser, une société de savoir comme la nôtre se doit d'investir au moins une partie de ses ressources dans l'avancement des connaissances, dans l'exploration, dans l'inconnu. C'est ce qui nous propulse vers l'avenir. Ici Julie Payette. Au plaisir. Le printemps dernier, nous vous présentions les images des 20 finalistes du concours La preuve par l'image de l'ACFAS. Voici les gagnants. Youssef Bioud de l'Université de Sherbrooke pour Les moissons du ciel. Ces faisceaux de tiges sont des nanophiles qui absorbent efficacement la lumière du soleil. Émilie Pécaud de l'Université McGill remporte un prix pour intégrité territoriale. C'est l'image du système nerveux d'une larve de mouche drosophile qui fonctionne comme celui de l'humain. Shérif Mata de l'Université Mount St. Vincent en Nouvelle-Écosse remporte un prix pour les liaisons ingénieuses. Ces liaisons entre les noyaux d'atomes n'ont pas été dessinées, mais elles ont plutôt été calculées de manière quantique. Et finalement, François Rowe de l'Université de Sherbrooke a remporté le prix du public pour matière blanche haute en couleur. C'est une représentation des réseaux de câblage du cerveau réalisés par Imagerie médicale et de puissants logiciels. Félicitations aux lauréats. Après la pause, des grands requins blancs au large de Cape Cod. Un aperçu. La semaine prochaine, des grands requins blancs au large de Cape Cod. We have a shark sighting off of Trail 3. It's near Swimmers. The spotter plane is up. Received, I'm en route. Les sauveteurs ordonnent immédiatement aux baigneurs de sortir de l'eau. Des grands requins blancs au large de Cape Cod, dimanche prochain, à découverte. Pour suivre l'actualité scientifique, 2 autres rendez-vous. Les Années-Lumière, tous les dimanches à midi sur Ici Radio-Canada Première et la Zone Science sur iciradio-canada.ca/science. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.